Hop là. Donc, ce que je vous propose, c'est effectivement juste, on va débuter le temps que les personnes arrivent, notamment vous rappeler tout d'abord, bienvenue alors du coup, à tous les cinq, même si on devrait avoir encore quelques personnes qui vont arriver pour ce 7e jeudi du biotesting, ce nouveau rendez-vous mensuel pour garder en veille la communauté biotesting. Du coup, sur le déroulé de ce webinaire, deux temps. Premier temps, donc une présentation de nos partenaires experts, à peu près une 30 à 40 minutes, et puis ensuite un temps de questions-réponses de 15 à 20 minutes. Comme je vous le disais, habituellement, on a plutôt, et vous pourrez toujours poser vos questions via le fil de discussion en cliquant sur Converser, ce qui vous permettra donc au fil et à mesure du déroulé de pouvoir poser vos questions. Comme ça, on pourra les récupérer et les poser à Tony et Agnieszka. Et puis, exceptionnellement pour celui-ci, on vous proposera, si vous le souhaitez, également à l'issue de la présentation, lorsqu'on ouvrira les questions-réponses, également, si vous le souhaitez, vous pourrez ouvrir votre micro et puis on le fera également à l'oral. On le fera en hybride. Voilà. Vous dire également que cet atelier donc, est enregistré et qui sera accessible en replay sur la chaîne YouTube Paul Pharma et que nous vous transmettrons à l'issue de l'atelier la présentation en PDF. Donc aujourd'hui, nous allons parler de digitalisation des laboratoires et plus particulièrement de méthodologie d'analyse du ratio coût-bénéfice des opérations en petite série et changement d'échelle d'une unité de laboratoire à travers les nouvelles technologies. Donc, pour ce faire, deux personnes de Salamander U vont nous faire cette présentation. Agnieszka Legutko, chef de projet, et Tony Donalto, directeur des opérations chez Salamander U. Agnieszka, Tony, je vous propose de débuter, de vous présenter et puis ensuite de nous parler de cette problématique autour de la digitalisation des laboratoires. Merci à toi, Fabien. Donc, je reprends la main maintenant pour vous présenter cette méthodologie d'analyse ratio coût-bénéfice en vue d'optimiser cette montée en échelle pour les petites séries, les petites productions. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite présentation de Salamander U et d'Agnieszka. Agnieszka, c'est à toi. Bonjour, je suis Agnieszka, je suis biotechnologue avec 10 ans d'expérience dans l'environnement GMP et dans la validation des systèmes digitaux. Et chez Salamander U, je gère les projets de transformation digitale. Et moi-même, qui suis ingénieur de formation. Et voilà, je travaille dans l'industrie pharmaceutique depuis maintenant plus de 25 ans. Et mon background, c'est plutôt la partie infrastructure, construction et gestion des opérations. Donc, Salamander U est une société qui est constituée, qui a été fondée par des 4 personnes qui sont issues des processus de production. Donc, on est vraiment au cœur du métier au départ. Et nos 2 voies de développement, qui sont les isolateurs et le digital, sont 2 axes qui ont été développés suite à nos expériences. Vous verrez que chez nous, les isolateurs ne sont pas faits en inox. Et ils ont l'avantage d'être faits sur mesure. Et également, nous avons développé une solution digitale qui permet de répondre aux 2 problématiques que nous connaissons dans l'industrie pharma, qui est la présence de papier en zone et également les opérateurs scribes. À l'agenda aujourd'hui, donc avant d'entrer dans la méthodologie proprement dite, on va reprendre un contexte régulatoire, les technologies innovantes, puis nous reviendrons à la méthodologie d'analyse de coûts et puis à vos questions et nos réponses. Donc, tout d'abord, le contexte régulatoire. C'est Agnieszka qui va vous présenter cela. Oui, donc la montée en échelle de laboratoire, c'est qui nécessite vraiment une réflexion sur la rationalisation des opérations et des optimisations des coûts. Cette réflexion nécessite de faire
de choix, donc à la fois techniques, donc par exemple choisir isolateur versus salle blanche, et des choix numériques, donc le choix de solutions digitales. Et donc cette réflexion doit se faire aussi dans les contextes réglementaires. Donc en Europe, selon Audralex ou FDA, selon les guidances de FDA. Il y a aussi des recommandations pratiques comme l'effet PDA, mais aussi les requis des autorités locales. Il y a beaucoup de textes de diverses autorités qui fournissent les informations sur les exigences en matière de barrières techniques dans le cas de technologies isolateurs, surtout dans le Audralex volume 4, annexe 1, ou dans PIX, et aussi l'ISO 13408. Mais aussi, il y avait deux rapports techniques de Parental Drug Association qui ont été publiés sur l'usage préférentiel des systèmes clos comme isolateur par rapport à l'utilisation des flux laminaires et les salles blanches. Le même aspect abordé aussi dans le nouveau annexe 1 qui est maintenant en draft. Il y avait aussi une analyse de warning letters, qui ont été publiés par FDA. Et cette analyse a permis de lister les sujets pour lesquels le nombre de remarques de FDA est le plus grand. Et dans les contextes d'environnement aseptique et du monitoring environnemental, on peut voir que ces non-conformités sont liées au mauvais enregistrement des données faits lors des opérations, déficience en monitoring environnemental et les problèmes de maintenance de conditions aseptiques lors des opérations. Parmi toutes ces remarques de FDA, 41%, ce sont les remarques liées aux conditions aseptiques et l'amélioration d'enregistrement des données. Dedans, on a 12% liés à procédés aseptiques et 12% aux équipements et donc liés aux flux laminaires en grade B, et 16% à la documentation papier et sa gestion. Ces chiffres montrent qu'il devient indispensable pour mieux satisfaire les exigences réglementaires et d'intégrer l'utilisation de nouvelles technologies dans la réflexion stratégique concernant la réalisation des tests sécu et aussi la montée en échelle du laboratoire. Ces nouvelles technologies s'imposent pour augmenter la barrière physique et minimiser l'intervention humaine et pour augmenter la robustesse des procédés sécu et pour assurer la parfaite traçabilité des opérations sécu effectuées. Merci Anishka. Nous allons passer maintenant aux technologies innovantes dans le domaine. D'abord, le passage à l'isolateur en tant que tel. Il y a quelques éléments clés. Donc, un isolateur, c'est une boîte confinée qui est nettement plus économique, on le verra, qui permet d'améliorer le niveau d'assurance qualité. Fabien, je pense qu'il y a Delphine Fougeron qui est dans la salle d'attente. Est-ce que je peux me permettre de l'admettre? C'est bon, je l'ai fait, merci. Ok, merci. Merci. Et alors, forcément, les ségrégations qui sont améliorées. Donc, on a d'ores et déjà deux types de protection qui sont améliorées, soit celle du produit, soit celle des opérateurs dans le cas de composés dangereux en biosafety, ou les deux combinés, forcément. Et puis, d'un point de vue assurance qualité, une meilleure garantie de la stérilité. Et au niveau analyse de risque, forcément, un risque nettement diminué par rapport à des processus en flux laminaire. D'un point de vue infrastructure et maîtrise des coûts, on peut se permettre d'installer un isolateur dans un local de classification inférieur et on le verra, les coûts opérationnels sont grandement diminués.
Donc, un petit tour rapide du marché. Les isolateurs, c'est à peu près une trentaine de fournisseurs divers. La plupart travaillent toujours en inox ou en PVC. D'un point de vue tendance, il y a une tendance vers la modularité, mais peu proposent des solutions sur mesure qui intègrent le processus spécifique de l'utilisateur. L'acier inoxydable, bon, certains s'en détournent au profit de matériaux synthétiques. Nous avons choisi la résine acrylique, je vous expliquerai pourquoi après. Et on ne peut plus, en termes de tendance et technologie, simplement fournir un équipement, et ça, la plupart des équipementiers l'ont bien compris, et inclure la dimension numérique et qui permet à l'outil de communiquer avec l'ensemble des softwares qui sont à disposition dans l'entreprise. C'est quelque chose qui est en train de prendre beaucoup de place. Tout le monde l'a bien compris. Vous verrez que nous allons un pas plus loin dans cette digitalisation. Donc, dans notre cas, pour les isolateurs, on a opté pour la résine acrylique. Elle présente beaucoup d'avantages. Donc, l'inox, qui est en fait le matériau communément admis dans l'industrie pharma, est toujours en majorité installé. Et on le fait vraiment par habitude. Donc, nous, on a voulu étudier la possibilité d'installer un nouveau matériau. Et après 2 ans de recherche sur les divers matériaux synthétiques, on a opté pour la résine acrylique parce que cette résine a la faculté d'être beaucoup plus malléable. Donc, ça permet plus de flexibilité et permet d'intégrer mieux les équipements dans l'isolateur en lui-même. On le verra par la suite, mais un des principaux défauts de l'inox, c'est que lorsque on utilise fréquemment des solutions de désinfection qui sont très oxydantes, il apparaît un vieillissement prématuré et des taches de rouille. La résine acrylique propose vraiment une meilleure efficacité à ce niveau. C'est un monobloc, donc il n'y a pas de soudage, pas de point faible. En termes de rugosité, qui est un critère d'acceptation, la résine, à partir du moment où elle est bien travaillée, elle offre des niveaux de rugosité qui sont même inférieurs à l'inox. Et alors, l'avantage aussi qui n'est pas à négliger, c'est que cet isolateur, une fois qu'il est en place, il permet d'évoluer avec les besoins et avec l'évolution de la société, s'il faut agrandir, s'il faut intégrer de nouveaux équipements, réaliser des passages à travers cet isolateur, c'est très facile en place, donc il n'y a pas besoin de renvoyer cet utilisateur en usine. D'un point de vue maintenance et réparation, comme tout équipement, il vieillit. Et donc, l'inox, quand le matériau est griffé, est abîmé, la seule solution, c'est de remplacer. Tandis que la résine acrylique, elle se répare en place. Et ça permet, en tout cas, de diminuer les arrêts de production en cas de problème. Bon, c'est plus léger, ça peut avoir quelques avantages au niveau infrastructure, et ce n'est pas plus cher que l'acier inoxydable. Alors, je vous disais qu'on avait mené pendant 2 ans des recherches sur la compatibilité de cette résine acrylique qui s'appelle en fait polyméthylméthacrylate, et on l'a comparé à l'acier inoxydable et on l'a fait réagir face à la plupart des agents de nettoyage et de désinfection qu'on rencontre dans le marché. Et donc, d'un point de vue nettoyage, la résistance et la réaction du matériau étaient comparables à celle de l'inox.
Il n'y avait pas de différence entre les deux. Par contre, en termes de décontamination, on voyait apparaître, et c'est le cas, les cas d'usage sont nombreux, des taches de rouille qui sont perceptibles, comme on le montre sur la photo, sur l'inox. Et par contre, la résine acrylique, elle, reste complètement inerte face à cette décontamination, ce qui conclut à une plus grande compatibilité de cette résine acrylique face aux décontaminations et aux désinfections répétées. D'un point de vue digital, là, je repasse la main à Anishka. Oui, merci Tony. Donc, Tony a parlé sur les isolateurs comme la solution pour amélioration des qualités d'environnement aseptique. Les outils digitaux sont utilisés pour améliorer la qualité des données, surtout tenant compte l'intégrité des données, comme l'amélioration du premier coup, l'exactitude, fiabilité ou la traçabilité. Les outils digitaux sont utilisés aussi pour faciliter le travail des opérateurs. Donc, par exemple, en laissant leurs mains libres et permettre d'enregistrer les données en temps réel par la voix. Les opérateurs peuvent être aussi déchargés des responsabilités en utilisant les systèmes digitaux qui guident les opérateurs et les aident à faire les calculs, d'enregistrer les données, etc. Bien évidemment, tout ça est lié à l'amélioration des qualités et d'ergonomie, mais fait aussi directement un lien avec la diminution des coûts pendant et après les opérations. Effectivement, une solution digitale validée peut diminuer le temps et les coûts de révision documentaire. Cette diminution est possible grâce à l'automatisation des collections de données digitales et la gestion de ces données très efficace. Voici un exemple. Si Tony passe. Oui. Donc voilà, voici un exemple d'un dossier de l'eau électronique SmartTrack. Donc c'est une solution guidant l'opérateur et permettant d'enregistrer les données par la voix et qui est également validée selon CAMP 5. Mais aussi permettant d'intégrer les autres systèmes externes comme ERP, LIMS, etc. Pour améliorer la visibilité et traçabilité des données. Dans cette solution, les instruments de mesure et les autres équipements peuvent être également intégrés. Cela permet d'enregistrer les données sans intervention humaine, en gardant l'intégrité des données, évidemment. Ces données enregistrées par les systèmes pourront être analysées par la suite et pour mieux gérer les opérations de laboratoire, un outil d'ordonnancement automatisé pour être utilisé. Donc, en résumant, un choix de solutions isolateurs, mais aussi digitales, est très, très important. Tony, à toi. Merci beaucoup. Et comme vous l'aviez vu sur la photo qui illustrait l'opérateur qui travaille dans l'isolateur, vous voyez qu'il est seul à réaliser ces opérations et donc le système guide l'opérateur à travers un échange, voix-texte. Et donc, vous voyez que la problématique de l'opérateur scribe a été résolue par le biais de cette solution digitale. Maintenant, nous allons rentrer dans l'analyse des coûts. En vous parlant d'un business case, un cas d'usage qui est en cours chez un de nos clients. Et donc, sa réflexion était dans sa période de phase clinique de passer à un processus plus industrialisé. Et donc, sur base des besoins de l'utilisateur, on est reparti de sa situation existante qui produit sous flux laminaire dans un grade B. Et lui, son souhait, c'est d'identifier les options technologiques qui s'offrent à lui pour opter pour le meilleur choix en termes de coût, délai et qualité, forcément. Donc, son
passage de 72 à 300 unités par an en travaillant en un shift par jour. Il voulait une analyse de rentabilité des rendements et il a mis la main et une vraie volonté de passer à une numérisation de son procédé. Donc, on a construit cet outil de comparaison par une méthodologie en 5 étapes. Donc, en prenant d'abord une baseline de référence, donc on reprend les données de production actuelles pour identifier où sont les coûts. Et puis ensuite, on conçoit l'approche industrielle en définissant un modèle d'exploitation et en dimensionnant forcément les unités de production, ce qui permet d'avoir un outil qui permet d'analyser les coûts. Donc, la baseline de référence, c'est d'abord les coûts actuels. Donc, comme je vous le disais, il produit en grade A, flux laminaire, dans un environnement grade B. Et donc, on a identifié sur ce camembert les pourcentages liés à 6 grands thèmes, les opérateurs, la partie gestion documentaire, l'infrastructure en elle-même, le monitoring, le nettoyage et les requalifications. Et vous voyez quand même que, contrairement à ce qui peut être pensé, l'infrastructure en elle-même ne représente que 14%. Ce sont les opérateurs et tout ce qui est gestion annexe documentaire qui prend la plus grosse part du gâteau, pour plus de 72%. Alors, d'un point de vue synthétique, vous voyez que tout ce qui est coût opérationnel, donc OPEX, dans ce cas, c'est 86%. Ce qui est investissement représente 13%, ce qui veut dire que ce n'est pas le coût de l'infrastructure et le coût de la mise en œuvre qui est primordial, c'est comment va s'opérer la production dans le temps de vie de l'infrastructure. Donc, quand on pense à une nouvelle infrastructure, forcément, le choix est assez simple. Soit il conservait cette approche qu'il avait actuellement, qui est assez conventionnelle, d'un flux laminaire grade A dans un grade B, ou il passait à la production en isolateur. Dans son cas, en tout cas, il souhaitait que cet isolateur soit installé dans un local classifié C, puisque son produit est destiné au marché US, dans le cadre d'un marché français ou un marché local, un grade D pourrait suffire. Et donc, nous avons réalisé cette étude de comparaison des coûts. Et pour cela, comme vous allez le voir dans les animations qui vont suivre, on a sur la colonne de gauche soit la proposition de continuer dans l'approche qui était la sienne actuelle précédemment, ou passer dans un local grade C. Donc, ces slides sont en fait une synthèse du travail qui a été réalisé et qui vont montrer en fait les coûts en prix par mois. Et donc, d'un point de vue bâtiment, infrastructure, la location, l'investissement, tout ce qui est maintenance des zones et maintenance des équipements représente chez lui, représenterait, s'il continue sous flux laminaire grade A, un coût de 76 000 € pour un passage en isolateur qui est nettement plus élevé. Et donc, on voit que le passage en isolateur, d'un point de vue investissement, représente un surcoût d'environ 20%. Par contre, comme je vous disais dans le slide précédent, l'infrastructure sur le coût global, c'est à peu près 14%. Et on va voir que dans les slides suivants, les coûts opérationnels sont nettement en faveur de l'isolateur. Et donc on a repris toutes les opérations du processus et on a évalué les coûts. Et alors, en habillage, en passant d'un grade C à un grade D, un grade B à un grade A, le coût mensuel est de 907 € pour 94 € dans le cadre de l'isolateur, puisque forcément les conditions d'habillage en grade C sont beaucoup plus faciles. Au niveau opérateur, le coût mensuel est aussi en faveur de l'isolateur.
et dans les requalifications également. Donc, on parle de requalification des zones, d'équipements, les médiaphiles et les coûts de qualification d'habillage, notamment pour passer de grade A en grade B. Donc, l'isolateur représente une réduction d'un point de vue opérateur et requalification. Et alors, en termes d'équipement en eux-mêmes, il y a le monitoring d'environnement qui concerne les viables. On retrouve ça puisque dans le cas d'un flux laminaire, il faut des viables en grade A, grade B, plus les locaux. Et donc, la réduction est assez significative également et en faveur de l'isolateur. D'un point de vue particulier, c'est le cas également. Et alors, pour les locaux, là, on a été assez conservateur puisque d'un point de vue enregistrement, température, humidité, pression, on a gardé les mêmes données, que ce soit en flux ou sous isolateur. Donc, d'un point de vue monitoring, également, il y a une réduction des coûts. D'un point de vue nettoyage, c'est assez simple, hein, il est nettement plus difficile d'aller nettoyer des zones grade B qu'une zone grade C ou une zone grade D. Et également, le volume du local fait qu'il est plus simple de réaliser toutes les opérations de nettoyage et de désinfection au travers d'un isolateur plutôt que d'une salle blanche. Et donc, vous voyez que la réduction de coûts plaît dans la faveur de l'isolateur. Et donc, nous avons, dans la volonté du client, de l'utilisateur, c'était de passer vers une numérisation de ces données papier. Et donc, là, nous avons repris la situation actuelle, proposé une numérisation dans la solution en flux laminaire et une numérisation dans la solution en isolateur. Donc, en termes de solutions et de coûts, quand on restait en format papier, le coût mensuel était d'environ 70 000 €, tandis qu'en passant en digital, que ce soit pour l'une ou l'autre solution, on réduisait également les coûts, ce qui nous amène à forcément plaider pour la digitalisation et la transition papier vers dossier de l'eau électronique. Donc, le digital, forcément, évite tout ce qui est erreur humaine, erreur de calcul, mauvaise retranscription, et donc un temps de libération par le pharmacien qui s'en trouve également réduit. Et voilà, en résumé, en fait, l'isolateur, c'est 20% d'investissement supplémentaire, mais une réduction des coûts opérationnels. Et donc, synthétisé sur ce gâteau, vous voyez que le coût est réduit de 150 000 € dans le cas de cet utilisateur, et par an d'environ 1,8 million. Voilà. Nous avons fait également le travail par lot, puisqu'on parlait de 300 lots par an. Donc, le coût par lot est réduit de 6 000 €. Et donc, ici, vous voyez un exemple de réalisation, hein, et ça, c'est typiquement ce qu'apporte notre solution, c'est que vous voyez que l'opérateur peut travailler. Ici, il travaille, c'est un isolateur avec un dossier de l'eau électronique piloté par la voie qui est grade A à flux laminaire, et il est placé dans un environnement grade D. Et vous voyez que l'opérateur, en fait, travaille seul. Il n'y a plus besoin d'une personne, ou il ne doit plus sortir ses mains de ses gants pour enregistrer les données en temps réel. Donc, cette solution offre aussi l'avantage de pouvoir diriger les équipements et de conduire toutes les opérations. Donc, le système, c'est lui qui met en place, c'est lui qui
fait de démarrer, par exemple, tous les équipements. Dans ce cas-ci, c'était en thérapie cellulaire, et donc on parle de centrifugeuse. Le microscope également, les images du microscope reviennent directement s'intégrer dans le dossier de l'eau. Et la gestion de la décontamination est faite aussi également de manière automatique. Voilà, ce qui amène à la fin de notre présentation. Je pense que, Fabien, je peux te laisser la main maintenant pour réanimer. Hop là, super. Merci, merci beaucoup Tony et Agnieszka pour cette présentation. Peut-être, on va peut-être juste couper Tony ton partage si tu veux. Voilà, super. Comme ça, ce sera plus simple. Si vous le souhaitez également les uns les autres, vous pouvez activer vos caméras et on peut aussi se mettre dans un mode de galerie si vous souhaitez. Et encore une fois, on peut échanger soit par question, soit posé, soit par de vive voix. Alors, on va commencer par les questions que vous posez sur le fil. Donc, Alexis, je lis ta question. Hein. Avec la solution numérique présentée, reste-t-il des opérations de saisie manuelle des données ou tout se fait-il par la voix? Quel est le taux d'erreur du système de reconnaissance vocale et comment le qualifier et comment sont pris en compte des critères comme l'accent, par exemple? Plusieurs questions. Je pense que c'est une question pour moi. Hein. Oui, vas-y. Donc, il y a 3 questions ici, donc je réponds d'abord au premier. Donc, est-ce qu'il reste les opérations de saisie manuelle? Donc, tout ça dépend comment on crée notre checklist. Normalement, on peut créer une checklist où toutes les saisies sont faites par l'opérateur, qu'il n'a pas besoin de main pour enregistrer les données. Évidemment, comme on a un système qui est connecté avec les machines, on peut commander les machines et les machines peuvent envoyer les résultats directement dans le dossier. Il y a une partie qui peut être utilisée, le scanner qui peut être utilisé pour entrer les données, mais normalement, non, on n'a pas besoin des opérations à saisie manuelle, mais on peut les faire. Donc, le système, il est flexible. On peut enregistrer les données par la voix, mais pas nécessairement. Pour la deuxième question, quel est le taux d'erreur du système de reconnaissance vocale? Aucun, il n'y a pas d'erreur. Non, notre système, il est créé pour assurer qu'il n'y a pas de souci de reconnaissance vocale. Donc, on sait bien que quand on parle à Siri ou quelque chose, un système qui reconnaît notre voix, effectivement, parfois, ils ne comprennent pas, quelque chose comme ça. Notre système, il est construit pour assurer cette partie. Donc, les premières fois, les questions et les réponses sont fermées. Donc, par exemple, opérateur, s'il doit encoder un nombre, SmartTrack, il écoute que des nombres. Donc, on peut dire soleil, etc. Il va pas reprendre ces mots. Il va écouter que les nombres. Et comme assurance derrière, c'est toujours opérateur qui doit confirmer. Donc, SmartTrack, il reconnaît les mots, il répète à l'opérateur et l'opérateur, il doit confirmer est-ce que SmartTrack il a bien compris. Donc, voilà comment on les qualifier au niveau de l'accent. Nous, on prend le dictionnaire et des grammaires qui sont faits sur les milliers de personnes. Donc, il n'y a pas vraiment reconnaissance vocale. Donc, la personne n'est pas reconnue. C'est la reconnaissance des mots. Et donc, ça, c'est testé. SmartTrack, il peut fonctionner sous les différentes langues. Comme allemand, espagnol, etc. Donc, l'idée, c'est que, par exemple, checklist, on a en anglais ou en français, mais opérateur peut répondre dans son propre langage. Donc, ça, c'est
Oui, donc 70 et 70, on a, on a français, belge et français, français. Donc, il n'y a pas de souci de reconnaissance locale. Très bonne question, ça. Mais ça fait toujours rire, mais ça c'est vrai, parce qu'il y a quand même pas mal de différences. Donc, tout ça est validé en interne avant déploiement chez client. Donc, oui, on fait des tests. Et donc, Il y avait du une coup, question sur le coût également, hein. Donc, en fait, oui, effectivement, le coût de la qualification est bien pris en compte dans l'estimation. Ah oui, oui, oui. Donc, nous, on délivre la solution complètement validée. et du coup, là, la question qui était complémentaire de celle d'Alexis, de Delphine, qui justement se disait comment se fait la qualification d'un tel système. Comment c'est fait? Bon, donc on a toute une validation en pleine avec tous les plans, qu'est-ce qu'on fait. Donc, nous, on valide les systèmes, donc le software, chez nous. Donc, il y a première validation qui est Factory Acceptance Test. Et après, donc une fois validée, elle peut être déployée. Mais selon les conditions de déploiement, il y a différents types de validation. Évidemment, on prend en compte IQOQ et toute l'intégration vers les instruments, vers les systèmes, etc., sont également validés. Mais ça, c'est vraiment dépendant de requis des clients. Et puis, quand on finit tout, le système est opérationnel. Donc, la question est peut-être simple, mais la réponse peut prendre des heures. Et voilà. Moi, je crois aussi que la réponse, c'est effectivement ce que vous disiez, c'est qu'il y a tout un processus qui est prévu pour mettre en place ces qualifications QI, QOQP, etc., pour pouvoir valider que l'équipement fonctionne correctement dans ses fonctionnalités. Moi, j'avais une question autour j'en avais même deux. Il y avait l'acceptation finalement de l'utilisation par les opérateurs. Comment ils s'approprient cette solution digitale? Donc, en termes d'acceptation, oui, c'est souvent la question qui est posée parce que forcément, on parle maintenant d'une technologie qui n'est pas encore déployée et qui n'est pas coutumière, hein. Donc, c'est en fait une certaine crainte et ça s'apaise avec l'utilisation. Donc, d'un point de vue, c'est un peu comme jouer avec son instrument. Il faut apprendre. Une fois que c'est appris, il n'y a pas un seul de nos clients qui souhaiterait revenir en arrière et retaper soit sur un clavier ou sur du papier. Donc, l'acceptation, il faut passer la barrière. Et donc, c'est pour ça que nous proposons aussi des systèmes pilotes qui permettent, avant qu'on ne déploie le système en production, de pouvoir apprendre au travers d'un pilote qui simule en fait le processus du client, mais en fonctionnement bêta, on peut dire. Voilà. D'un point de vue acceptation, si la question est également de l'utilisateur, mais également des autorités, puisque ça, c'est encore inconnu pour elles. Donc, le système, il faut savoir qu'il est déjà déployé dans des environnements BPF. Et donc, ça suscite beaucoup de questions. La photo que vous avez vue, c'est chez un client qui, justement, a reçu une certification GMP, dont les auditeurs, par manque de connaissances, ont pris une journée rien que sur ce sujet. Et ça, on a le cas également à la NSM. Les auditeurs, maintenant, ont plutôt tendance à recommander d'éviter le papier, donc d'un point de vue général, hein, vers le dossier de l'eau électronique. Et c'est maintenant communément admis. Oui, c'est ça. Donc, je vais complémenter effectivement
le plus grand frayeur, c'est le changement. Ce n'est pas un outil, c'est un changement soit dans la routine qu'on fait depuis 20 ans, quelque chose comme ça. Et si on passe ça, après, ça va tout seul. J'excuse Olivier, pas Olivier, pardon, mais Alexis qui m'a mis dans le message privé là qu'effectivement, il devait s'absenter, il avait une urgence au labo à traiter et qui vous remerciait pour la présentation et l'organisation du webinaire. Moi, l'autre question aussi, je me disais, c'est, alors là, on voyait l'opérateur seul avec son isolateur. S'il y a deux isolateurs côte-côte, est-ce que les infos ou les demandes de commande de l'un, est-ce que ça va influer sur l'autre ou, Non. Non, on utilise les headsets qui sont unidirectionnels. Donc, l'opérateur il est connecté avec son système, avec sa session qui est tout proche, et donc il répond directement dans le micro. Et le bruit il est coupé des côtés de lui, donc il n'y a pas de souci ni avec les bruits d'isolateur, avec les bruits d'opérateur à côté. Donc ça, c'était aussi. Et du coup, alors peut-être vous l'avez dit, mais du coup, l'équipement, là, notamment, c'est un casque avec un micro, en fait, que l'opérateur doit porter. Oui, donc, en gros, qu'est-ce que ça représente? On déploie le système sur un serveur, donc soit c'est le serveur qui appartient au client, ou sur cloud, c'est possible aussi. Et puis, on a un ordinateur à côté où on travaille, où on peut voir des choses, les opérations qui se déroulent. On a un headset pour parler avec le système et un scanner s'il faut, par exemple, enregistrer les codes barres, identifier les matières, etc., pour aller plus vite, tout simplement. On peut avoir aussi les claviers, mais voilà, c'est rarement utilisé. Mais au pire, vraiment au pire, on a un ordinateur qui a un écran tactile. Et est-ce que, par exemple, il se développe de plus en plus des outils de réalité augmentée avec des lunettes comme alors, je ne vais pas dire de marque, enfin, typiquement voilà, Google Glass ou autres qui vous permettent d'apporter un peu des éléments en surdimension. Est-ce que ça, c'est des choses finalement que vous êtes intéressé, vous développez pour intégrer dans vos solutions, pour dire au lieu d'avoir l'écran qui soit déporté, que ça soit virtuellement finalement affiché sur le fond de l'isolateur, par exemple ou, Oui, donc sur les lunettes de Google Glass, on n'est pas citant le producteur. On a déjà réfléchi, on a déjà un peu fait des demandes aux clients potentiels, qu'est-ce qu'ils en pensent. Donc ça, c'est quelque chose qui est pour ergonomie, pour l'opérateur. C'est chouette, ces nouvelles technologies, mais est-ce que pour le travail à long terme, ça c'est super intéressant? Il y a des mélanges de sentiments. On y compte de développer la solution simplifiée pour avoir un Google avec les tout petits messages. Mais ce n'est pas notre priorité parce que l'utilisation n'est pas très nette et les demandes ne sont pas très... La question vient pourquoi? Pour déployer le dossier de l'eau en visuel directement ou pour une autre application, Fabien? C'était de se dire, finalement, si j'apporte, si je digitalise finalement ce processus via la voix, est-ce que je ne peux pas aussi additionner par la partie visuelle finalement? Oui, tout à fait. Et en fait, ça revient à ta question précédente qui est en lien avec le fait de l'acceptation. Quand on parle d'acceptation, eh bien, donc forcément, la partie processus est toujours déployée sur l'écran et donc l'opérateur peut lire. Mais comme un opérateur fait toujours les mêmes processus à la longue, la plupart de nos utilisateurs ne regardent même plus l'écran, en fait. Donc,
l'intérêt de l'écran, il est vraiment ponctuel. Et donc, dans ce cadre-là, passer en lunettes et déployer ça devant soi, ça a du sens. Mais en termes d'acceptation, ben justement, les utilisateurs se fient à la voix. Et ça suffit. Ça suffit. Mais bon, on ne peut pas. On a des accords de confidentialité, mais nous sommes intégrés dans un programme d'une grosse firme qui est intéressée par la réalité augmentée. Et notre solution, en fait, a été choisie justement pour venir en complément de la leur. Mais bon, ça fera partie d'un autre webinaire qu'on aura libéré quelques clauses. quelques clauses. Mais voilà, donc l'évolution, c'est un outil évolutif et on peut interfacer cet outil avec tout ce qui se trouve sur le marché et qui communique par la voix, par une voix informatisée. Donc, informatisée, c'est ça. J'ai bien aimé votre présentation sur justement ce calcul un peu de ROI. Alors nous, on avait commencé cette année une commission dédiée en fait, à travailler, à standardiser le calcul de ROI de systèmes automatisés qu'on a mis un peu en stand-by pour diverses raisons, mais qu'on est en train de relancer. Et justement, qui était dans les idées qui sortaient de cette commission, c'était effectivement de dire qu'il ne faut pas raisonner juste sur l'équipement en tant que tel, mais sur le processus complet et de faire ce que vous disiez, c'est de comparer l'existant et c'est quoi les coûts sur l'ensemble du processus, et puis l'impact qu'a cet outil à un moment donné et de recalculer l'ensemble pour pouvoir avoir un coût le plus, un ROI le plus juste possible. Dans votre calcul que vous avez fait, est-ce que justement la gestion des consommables en isolateur, vous les aviez également intégrés versus le flux laminaire? Oui, tout à fait. Oui, oui. Donc, je vais ajouter encore un petit commentaire qu'on a eu chez une visite dernièrement chez un client, un gros client. Donc, dans les laboratoires Sécu, OK, les coûts d'implémentation, c'est très important, mais parfois, le plus important, c'est la qualité qui vient avec. Donc, les procédés qui est, comme maintenant, souvent dans les laboratoires Sécu, ne sont pas supportés par la documentation, donc pas suffisamment supportés par la documentation. Donc, la traçabilité est de plus en plus demandée, pas seulement en production, mais aussi dans les laboratoires Sécu. Et donc, intégration des solutions digitales, intégration des isolateurs. Donc, ce n'est pas seulement parce qu'on va diminuer les coûts, mais parce qu'on va apporter beaucoup plus de solutions, de traçabilité et des données qui peuvent être utilisées par après. Donc, je pense, dans ce cadre-là, ça c'est vraiment important. Voilà. Et du coup, on va plus vite? On va plus vite, mais oui, c'est plus la documentation qui est liée, qui est demandée par les agences réglementaires. Et seulement pour ça, pour cette demande-là, il y a l'investissement dans les laboratoires Sécu qui se font. Avant, souvent, les agences, ils ont fait beaucoup de poids sur la qualité des productions et pas vraiment les tests. Et maintenant, ça a un peu changé. Et en termes quelles sont les étapes d'intégration d'un projet de digitalisation? De digitalisation, donc la première chose qu'on en fait, la première chose, c'est évaluer les plans. Donc, de dire qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce que sont nos requis, qu'est-ce que sont nos problèmes et qu'est-ce que est la route cause de nos problèmes.
Et puis, nous, on propose un pilote phase, donc créer un pilote, donc choisir une petite équipe qui va tester de 2 à 5 personnes, choisir un test, un procédé et d'exécuter avec un nouveau système. Ah ben voilà, on a un slide. On n'a même pas répété. Je t'écoutais, alors j'en ai profité pour mettre le slide à propos. Voilà, donc dans ces pilotes, pour utiliser vraiment pour du début jusqu'à la fin un procédé. Et si ça fonctionne bien, donc intégrer les autres équipements, donc les autres choses qui nous sont nécessaires pour passer à grande échelle. Donc intégration au ARP, les équipements LDAP environnementaux, le monitoring. Et puis, donc repasser, donc faire digitalisation de la documentation qui existe maintenant en papier, mais aussi, pas seulement les checklists, mais toute la partie validation, les procédures, implémenter la release par exception et puis utiliser. Donc, c'est un processus qui prend du temps. Oui, ce que j'allais vous demander justement, là, le timing, du coup, là, on est sur quel ordre de grandeur de déroulé de cette intégration? Eh bien, dans un cas d'usage, je ne sais pas si les participants ont été également conviés à participer au congrès A3P sur les dossiers de loi électronique. On était venu avec un client qui a fait un retour d'expérience sur la solution. Donc, ce cas d'usage, donc on parle d'un processus unique en isolateur. Donc, on parlait de 250 pages de dossier de l'eau papier. Et la transformation vers le digital et jusqu'au déploiement et qualification incluse, c'est 4 mois. D'accord. Okay. C'est long et court à la fois. Oui, parce qu'il faut dépenser ces 4 mois, mais après, on y gagne beaucoup. C'est ça. C'est une étape qu'il faut passer. Et donc, je pense que l'intérêt, parce que il faut rester assez réaliste. Il y a même si le papier est une aberration en soi dans un environnement classifié, mais il y a des cas où ce n'est pas forcément un intérêt, un bénéfice de passer vers le digital. C'est pour ça que nous réalisons toujours l'évaluation des problématiques rencontrées, qui sont, je dirais, à 99% les mêmes sur certains aspects. Les erreurs humaines, c'est, je pense, tout le monde est concerné par cela. Mais chez des grosses sociétés pharmaceutiques, par exemple, c'était beaucoup le coût des déviations engendrées par les dossiers de l'eau, par les erreurs dans les dossiers de l'eau. Un de nos clients, une déviation coûte à peu près 2500 €. C'est le coût évalué. Et donc, chaque erreur, chaque mauvaise réalisation dans un dossier de l'eau, ça coûte énormément d'argent. Et donc, c'était la douleur ressentie par cet aspect qui a amené à la transformation digitale. Chez l'utilisateur qui a présenté la solution à la 3P, là, c'était simple, c'est une équipe de 5 scientifiques, tous docteurs, et donc le postulat de base, c'était hors de question qu'un de mes docteurs passe son temps à rédiger du papier pendant que l'autre est en train d'opérer. Ça, c'est pour des raisons de coûts opérateurs. Voilà. Il voulait que les personnes restent forcément sur un travail à valeur ajoutée, ce qui est assez sensé. Voilà. Et donc, ça, c'est très important de définir quelles sont les vraies attentes et quels sont les problèmes rencontrés avant d'envisager cette transformation. Très bien, écoutez, je crois qu'on n'a plus d'autres questions.
on va pouvoir, je pense, clôturer ce webinaire. Merci beaucoup, Agnieszka et Tony, pour l'animation de ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. On vous donne rendez-vous le 9 décembre prochain, 9h30, pour un nouveau jeudi du biotesting avec un autre partenaire expert qui sera Interscience. Et puis, n'oubliez pas, parce que les inscriptions sont ouvertes, de vous inscrire dès à présent aux Journées Pôle Pharma du biotesting, 3e édition, on l'espère, en présentiel. Tout au moins, c'est ce qu'on souhaite faire et on sait qu'en ce moment, on a des petites informations un peu stressantes sur une remontée de décontamination Covid-19, mais on a bon espoir de pouvoir faire cet événement de nouveau en présentiel à Évreux les 27 et 28 janvier 2022. Merci à tous et puis je vous dis à très vite et bonne fin de journée. Merci. Merci beaucoup.